Je suis en train de promener mon chien et puis dans la ruelle, je reçois un appel, puis c'est un appel international. Ouais. Je crois que c'est mon père. Je prends le téléphone, c'est une dame avec un fort accent britannique qui demande de parler au premier vice-président en relations publiques de Pure Vodka. J'étais comme, wow! Et à cette époque-là, tu occupes toutes les positions. Ouais! Un instant, je vous le passe. C'est exactement ce que j'ai fait. Parce que moi, j'avais inventé sur la feuille d'inscription des noms parce que je pouvais pas écrire Nicolas Duvernois partout. Ils vont pas goûter aux produits, tu sais. I'm the man. Mon vice-président en Asie. Ben oui, j'ai un vice-président en Asie. Donc, j'ai dit, attendez un instant. J'ai appuyé sur le numéro 6 là, pour faire un transfert. Puis, elle m'a dit, félicitations, vous avez remporté la compétition, vous êtes nommé la meilleure vodka au monde. J'ai commencé à pleurer dans la ruelle. J'étais habillé en pyjama. Je suis très excité, je dois vous le dire, de rencontrer cet entrepreneur-là. J'ai beaucoup lu, écouté des trucs sur toi et je trouve que ton histoire est fantastique. Donc, merci de te déplacer pour venir nous rencontrer. Avec grand plaisir. Parce que je sais que tu es nouvellement papa, là, donc les nuits sont courtes. Très court. Quand il y en a. Quand il y en a, exactement. Écoute, Nicolas, ton histoire, elle est connue, mais il y en a beaucoup de gens en Europe aussi. Donc, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps de déposer cette histoire-là complètement folle d'un gars qui étudiait en sciences politiques. Et ta première aventure entrepreneuriale, en fait, n'a pas été un succès. Non, ça a été l'inverse du succès. C'est parce qu'on va y aller, mais tu sais, maintenant, tu es président de Pure Vodka, une vodka qui a remporté la meilleure vodka au monde, alors qu'elle n'était même pas vendue. Exact. Il y a une histoire rocambolesque dans laquelle je veux que tu nous apportes, mais ta première aventure entrepreneuriale, en départ, ça n'a pas été une histoire d'amour. Non. Moi, j'ai décidé, en finissant l'université, de me lancer en restauration. Est-ce que vous aviez un background entrepreneurial dans la famille? Non, rien. Franchement. Tu avais déjà eu le bug entrepreneurial? Oui. À l'université, j'ai découvert que c'était possible d'être entrepreneur. Je savais que c'était possible, mais que c'était possible pour moi d'être entrepreneur. Et donc, c'est en lisant des histoires, puis en réalisant que finalement, il fallait pas nécessairement que tes parents te lèguent une business ou que tu sois riche ou que tu aies étudié en business. Ce sont des mythes qu'on entend souvent. Oui, tout le temps, c'est ça. Donc, quand j'ai réalisé que c'était possible de se lancer en affaires avec une seule idée, wow, j'ai su que j'étais entrepreneur. J'ai des idées depuis que je suis dans le ventre de ma mère, OK? Et puis, là, j'étais comme, je savais plus quoi faire. Là. Je voulais faire des cravates, des fourchettes, j'ai tout voulu faire. C'était le gars qui avait toujours une idée dans sa manche tout le temps. Pendant que tu étais à l'université. Ouais. Mais ça devait être outcast, comme quand même, ça devait être en sciences politiques. Non, c'est ça. On a des idées pour changer la société, nécessairement, mais pas de business. Non, pas nécessairement, mais pour de vrai, j'ai étudié en sciences politiques parce que j'avais pas les notes pour être architecte. Okay? C'est trop bon, ça. C'est excellent. Ma vie est toujours par défaut, pendant longtemps. On vient de le dévoiler, finalement. J'ai retrouvé l'architecture dans l'entrepreneuriat parce que, comme un architecte, on commence avec une feuille blanche. Donc, on a dit, on sortait beaucoup. Fait qu'on s'est dit, on va ouvrir un resto-bar, ça va coûter moins cher. Ça a été un échec catastrophique, là, vraiment. Écoute, ça a duré 2 mois, je crois. Puis, vraiment? Non, c'était ridicule. Très expéditif comme ça a été un bel échec. Ça a été rapide. Tu sais, en anglais, ils disent « if you fail, fail fast ». Ça, c'était « fail very fast ». Donc là, à ce moment-là, dans les histoires que tu as lues, que tu peux partir avec une idée, est-ce que tu as déjà lu que l'échec ne te définit pas ou tu as les genoux par terre et tu te dis qu'est-ce qui vient de se passer? Je me suis pris une cuite financière ou... Je te dirais, moi, j'ai fait sport-études à jouer au basketball. Et puis, ça m'a énormément aidé. Puis, je fais beaucoup de parallèles avec le sport. Et toi aussi, tu es un sportif. Je fais beaucoup de parallèles entre le sport et l'entrepreneuriat. C'est pas parce que tu perds de 30 points un match que tu vas perdre la game. Donc, franchement, ça m'a... Oui, j'ai détesté échouer. Je déteste l'échec. Mais ça m'a pas défini et je me suis pas apitoyé sur mon sort. Ça a été très complexe, par exemple, parce que j'étais jeune, là, j'avais 23, 24 ans, mais j'ai perdu le très peu d'argent que j'avais. J'avais signé personnellement tous les trucs. Les huissiers me cognaient à la porte pendant des années. Ça a été l'histoire d'horreur. Là. Je mets beaucoup d'humour aujourd'hui parce que, j'ai réussi à m'en sortir. C'est ça. Mais il y a quelques années, tu aurais peut-être été en position je suis en train de pleurer dans la douche. Malgré la résilience. Et certaines personnes pensent que je me suis lancé dans la vodka à cause de l'échec. Non, mais au restaurant, j'ai vu que c'était populaire, la vodka. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Là. OK, déjà là, donc... et là, donc, fais-nous le pont entre, cette résilience-là, ça ne te définit pas. Après ça, tu as dû prendre quelques années pour te reconstruire avant ça a pris 4-5 ans de... Quand je suis parti du restaurant, j'avais l'idée de faire Pure Vodka et j'ai lancé Pure Vodka. Donc, l'idée, elle est née la même journée où je suis parti du restaurant, j'ai lancé Pure Vodka. Ça, c'est intéressant. Je suis parti du restaurant, je me suis engueulé avec mes partenaires.
Comme quoi, c'est un classique. Mes meilleurs amis étaient en train de devenir mes pires ennemis. Et puis, à un moment donné, dans la vie, il faut savoir quand arrêter. Puis, il y a une immense différence entre quand arrêter puis abandonner. Moi, j'ai su quand arrêter. J'ai dit, regardez les gars, juste prenez le resto, là. J'étais plus capable. Quelle est la différence pour toi entre arrêter et abandonner? Arrêter... Parce que souvent, on entend ça. Là, ouais. Les gens sont obstinés. Ouais. Et des fois, on a besoin peut-être d'avoir un mentor qui nous explique que tu as fait la différence. Mais moi, je crois que savoir arrêter, il y a une réflexion derrière, quand même assez longue. Et même si c'est pas sur des années ou sur des mois, il y a une réflexion qui s'est mise en place. Et il y a un plan de sortie et il y a un plan de futur. Tandis qu'abandonner, c'est un coup de tête. C'est émotionnel. C'est émotionnel, c'est non réfléchi souvent, il n'y a pas de plan. Et c'est pour ça que c'est très difficile qu'on abandonne quelque chose de retomber dans une bonne spirale ou une spirale positive parce que t'abandonnes, là, tu t'es pitché, là, puis tu te dis, merde, il est où le parachute? Ouais. Hein? Donc, moi, oui, cette journée-là, je suis rentré. J'avais rencontré ma copine, aujourd'hui ma femme, 2 semaines avant. On la salue d'ailleurs. Oui, salut Caro. C'est toujours payant de la saluer. Ta blonde en entrevue. Salut Caro. Tu lui remontes plus tard, tu dis, hey, je pense à toi même des entrevues. J'ai parlé de toi, là. Je me suis pas trompé de nom. Là. Exactement. Et puis, je lui ai dit, j'ai une autre idée. Puis, c'est comme ça que Pure Vodka est né. Dieu merci, j'avais gardé ma job d'étudiant. Moi, je lavais les planchers à l'hôpital Sainte-Justine pour enfants. Et puis, je suis allé laver le plancher le soir. Et puis, le lendemain matin, j'ai commencé un plan d'affaires sur la vodka. Donc là, entre boire de la vodka, réaliser qu'il y a beaucoup de consommation de vodka qui se fait dans le restaurant et en fabriquer ou il y a une étape exactement. Énorme. Amène-nous un peu. Donc, il y a un pont. C'est très autodidacte. Là. À ce moment-là, tu es en train de bootstrapper plus que jamais. J'ai tout inventé dans le sens où je connaissais absolument rien de l'industrie. Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de pionnier au Québec. Non, je suis le premier. T'es le premier. Je suis le premier. Donc, il n'y avait même pas de loi. Il y avait soit tu pouvais faire du vin ou de la bière ou du cidre. Il n'y avait pas une loi pour les spiritueux. Wow. C'est quand même fou, hein? Et donc, ne le sachant pas, je l'ai faite, tu sais, comme la fameuse phrase de, je crois que c'est Che Guevara qui disait ils ne savaient pas qu'on pouvait pas le faire, donc ils l'ont fait. Ils l'ont fait, oui. Ça, j'adore cette phrase-là. Et je trouve que l'innocence entrepreneuriale est un atout majeur. Ça sert beaucoup dans la zone de démarrage. Oui, parce que tu le sais pas. Non, avoir su tout ce que j'ai dû endurer, pas sûr j'aurais... On entend souvent ça, c'est vrai. Donc, il fallait commencer par le début, littéralement, faire un plan d'affaires, trouver du financement. Tu sais, les banques, on s'entend. Moi, j'avais 25 ans, la tête rasée, des boucles d'oreilles, j'ai un bac en sciences politiques, je suis endetté par-dessus la tête, puis je veux un prêt pour faire de la vodka. Pas sûr. Pas sûr. Alors, je crois que je me serais auto-refusé si je travaillais dans une banque. Donc, ça a pris 4 ans. Ça a pris 4 ans. Je travaillais à temps plein à l'hôpital, à torcher les planchers. Ma copine a trouvé un 2e emploi, puis un 3e emploi, parce que, tu sais, moi, je faisais pas d'argent, là, puis tout l'argent que je faisais allait dans mon entreprise, puis je pouvais pas payer mon loyer, je pouvais pas manger, je pouvais rien faire. Donc, Caro, mes parents m'ont dit aussi, de la manière qu'ils ont pu, ma sœur, ils m'aidaient, là. Tout le monde est rentré dans cette aventure folle avec moi, là. C'est ça qui est important à dire aussi, moi. Mes parents ont cru. Malgré l'échec en restauration, quand je l'ai dit ça à mon père, il m'a dit « OK, parfait, fais-le. » Vraiment? Ouais. Wow. Fait que moi, j'avais gagné à la loterie dès le départ. Parce que quelqu'un qui croit en toi, c'est encore plus puissant que quelqu'un qui peut donner 1 million pour le faire. Parce que tu sais que t'es pas seul. Puis souvent, la solitude entrepreneuriale, c'est difficile. C'est énorme, oui. Mais quand tu sais que le monde qui était très important pour moi, hein, mes parents, ma soeur, ma femme, croyaient en moi, good enough. Ouais. Tu le fais. Donc, mais ça a été complexe. Ça a vraiment été complexe. Puis c'est pour ça que j'ai écrit un livre. Puis dans le livre, j'ai écrit des détails parce que je voulais pas oublier les détails. Puis là, maintenant que je suis papa, puis qu'on a une vie totalement différente, moi, je veux que mes filles, quand elles vont pouvoir lire, je veux me rappeler des détails. Je veux me rappeler qu'un jour, j'ai même pas pu aller travailler. J'avais pas d'argent pour m'acheter un billet d'autobus, puis je pleurais dans un abribus. Je veux me rappeler de ça. Puis c'est pas une vengeance envers ce mauvais temps-là. Les gens qui t'ont pas financé. Non, aucune. Mais c'est important pour moi de me rappeler de ça. Est-ce que c'est ta pire époque entrepreneuriale à cette époque-là? Ça a été la traversée du désert. Ouais. Ça a été... tu sais, c'est poche. Puis c'est des années aussi, là. Moi, j'ai 26, 27, 28 ans. Mes amis, ils font quoi? Ils se marient, ils s'achètent une maison, ils ont des promotions. Un statut social. Ouais. Ils font leur MBA. Ouais. Moi, je torche des planchers, je m'endette de jour en jour. Il n'y a aucune certitude dans mon chemin.
c'est ma blonde qui me fait vivre. Je fais la marche de la honte, là, tu sais, quand tu marches chez tes parents une fois par mois là, pour demander 100$. Là. Ouais. C'était dur psychologiquement de comprendre pourquoi je le faisais, mais de devoir le faire, tu sais. Il y a une chose, c'est une chose comprendre, puis c'est une autre chose de le faire, mais je devais le faire. Puis j'y croyais tellement, là, que c'était normal. Est-ce que tu l'expliques aujourd'hui, cette croyance-là, comme genre un entrepreneur? Est-ce que ça s'acquiert, cette croyance-là? Ou c'était pratiquement, ou encore aujourd'hui, inexplicable? Tu étais appelé, des fois, on va dire en anglais, c'est un calling. Ouais. C'était plus fort que toi? Je te dirais que j'y croyais juste, tu sais. Puis mes études en sciences politiques m'ont donné beaucoup d'avantages dans le sens où, tu sais, on fait des dossiers de recherche sur des sujets bien bien spécifiques, Oui. puis des 40 pages, là. Donc, j'ai eu cette approche-là avec la vodka, puis, tu sais, quand tous les indicateurs te disent, Nick, ça arrive, là, ça arrive, là, t'es au début de quelque chose, tu ne peux qu'y croire, tu sais. Donc là, tu es au début de quelque chose, tu fais ta vodka, et toi, tu te dis, on va aller en vendre. Ouais. Mais là, tu pognes un mur. Un mur au Québec, bon, ben, c'est un monopole d'État. Le seul endroit où j'ai le droit de vendre, c'est dans ces magasins-là. Et puis, ils me refusent. Ils me refusent. Donc, tu as un produit. J'ai 10 800 bouteilles au port de Montréal, puis j'ai pas le droit de les vendre. C'est énorme. C'est la mec plus ultra-entrepreneuriale, en fait. Ouais, non, mais tu vois ça dans un film, tu te dis, le réalisateur, il fumait, là, quand il a écrit ça, là. Ou le producteur, je sais pas c'est qui écrit le film, mais bref. Donc, les règlements, les conventions font en sorte que... J'ai pas le droit de le vendre. J'ai pas le droit de le vendre, puis ce que je comprenais pas, c'est que c'est le même gouvernement qui m'a donné le droit de produire, mais qui m'interdit la vente. C'est comme, oui, t'as le droit d'ouvrir un restaurant. Le gouvernement, des fois, ils font des bonnes décisions comme ça. On les salue en passant. Des fois, il y a une belle concertation entre eux. Exactement. Et puis, un petit problème de communication. Donc là, j'ai pas cru que c'était fini, mais je me suis dit, wow, OK, c'est quoi que je fais? C'est quoi que je fais, là? Là c'est le seul endroit où j'ai le droit de vendre. Et là, la loi m'interdit. C'est complexe. Ouais. Très complexe. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui disent, je suis sur les genoux. Moi, là, cette définition-là a repris une valeur dans ma tête. C'est le luxe, être sur les genoux. J'étais sur la glande thyroïde. J'avais plus rien. Là. J'avais les 10 800 bouteilles dans un conteneur au Vieux-Port. En plus, j'avais... Que tu as payé. Emprunté la carte de crédit de ma sœur. Donc, je lui devais ça. Non, c'était... Là, j'étais comme, wow, OK, qu'est-ce que je fais? Et est-ce que c'est là que tu as eu l'idée, justement, de outrepasser, en fait, toute convention pour aller... Oui, dans un concours. Parce que je me rappelle que quand j'avais fait mon plan d'affaires au tout début, là, 4 ans avant, les grands joueurs participaient à des compétitions. Et ils se vantaient beaucoup de ces compétitions-là. Donc, je me suis dit, je vais voir si la vodka est bonne. Tu sais, quand tu te retrouves face au mur, là, il faut que tu déconstruises ton truc. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Et je recommence à la base. Là, j'ai un produit. Est-ce qu'il est bon? Tu sais, recommençons, step by step. Et donc, je me suis dit, je vais m'inscrire à une compétition. Et le calendrier événementiel des compétitions faisait en sorte que j'avais juste quelques jours pour m'inscrire à la plus importante compétition de vodka au monde. Je ne le savais pas, mais je suis tombé là-dessus. Puis, il y avait plusieurs revues qui parlaient de cette compétition-là. Le World Vodka Masters. Alors, j'ai décidé de m'inscrire. Et puis, les résultats allaient venir très rapidement parce que c'était à la fin de la semaine suivante. Alors, ma vie a pas mal changé avec les résultats parce que écoute, j'ai encore des frictions quand j'en parle. C'était le premier mardi de décembre 2009. J'étais en train de promener mon chien Roméo dans la ruelle, en arrière de chez nous, puis c'était pas chic où j'habitais, là. J'habitais au coin de Saint-Laurent et Beaubien. Puis j'aime bien dire que c'était en haut d'un salon de massage non thérapeutique. Ouvert juste la nuit. C'est pour le monde qui ont mal au dos la nuit, là. Exactement, oui. Problème de chauffage aussi. Exactement. Une condition très spécifique. Condition très spécifique. Et je suis en train de promener mon chien, et puis dans la ruelle, mon père est français, il habite en France, donc je reçois un appel, puis c'est un appel international. Ouais. Je crois que c'est mon père. Je prends le téléphone, c'est pas mon père, c'est une dame avec un fort accent britannique qui demande de parler au premier vice-président en relations publiques de Pure Vodka. J'étais comme, wow. Et à cette époque-là, tu occupes toutes les positions. Ouais. Un instant, je vous le passe. Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que moi, j'avais inventé sur la feuille d'inscription des noms, parce que je pouvais pas écrire Nicolas Duvernois partout. Ils vont pas goûter aux produits, tu sais. I'm the man. Mon vice-président en Asie. Ben oui, j'ai un vice-président en Asie. Tu sais, je sais même pas... Je peux même pas manger un plat asiatique, tu sais. Donc, j'avais inventé des noms. Puis là, j'avais oublié mes feuilles en haut, chez moi. Donc, j'ai dit, attendez un instant. J'ai appuyé sur le numéro 6, là, pour faire un transfert.
Mon chien me regardait genre, OK, toi, t'es coucou. T'es coucou. Et puis, elle m'a dit, félicitations, vous avez remporté la compétition, vous êtes nommé la meilleure vodka au monde. J'ai commencé à pleurer dans la ruelle. J'étais habillé en pyjama. Wow. Je comprenais plus rien. J'avais peur. J'ai eu peur. Vraiment? Je me suis dit, le monde ne va pas me croire. Toi-même, est-ce que tu y croyais à ce moment-là? Ou des fois, on va penser que J'y c'est croyais, des gens tu qui jouent sais. des Croyais... tours, Non, j'y croyais, tu sais, je savais que c'était... Mais je savais pas quoi faire. Tu sais, c'est une nouvelle tellement... Après tant d'années à avoir eu le vent dans le visage. C'est ça. Puis là, tu te dis, le vent va tourner. Et Là, t'espères tout ce dont une tu as tonne de toujours... trucs, c'est ça. Puis Puis les là, attentes aussi. Ouais. Puis tu sais, tu penses à tous ceux qui t'ont aidé. Ouais. Toi, tu as déjà appelé Caro, là? C'est sûr, j'ai appelé Caro, là. Elle m'a pas répondu. J'ai appelé ma mère, elle m'a pas répondu. Les 3 premières personnes que j'ai appelées, ils m'ont pas répondu. Toutes ces personnes-là répondent quand t'as absolument rien à dire. J'ai la meilleure nouvelle depuis la découverte du feu. Personne ne me répond. Je capotais. Et puis, tout d'un coup, là, ça déboulait, tout le monde me rappelle. Puis, ça a été fou. Ça a été fou, cette journée-là. Épuisante. Épuisante. J'ai répondu à des journalistes du monde entier. Et le soir, vers 10h15, c'est Caro qui m'a dit « Hey, Nick, oublie pas. » Je suis comme quoi? Il faut que tu ailles travailler. Je suis comme, ouais, c'est vrai. Je suis allé laver les planchers à l'hôpital Sainte-Justine le soir où j'ai gagné le titre de meilleur vodka au monde. Wow. Ouais. Fou. J'étais tellement content de laver les planchers, là. Ils n'ont jamais dû être propres comme ça. Oh, man, le sourire, là. Je dansais avec ma mop. Écoute, pour rien au monde, j'aurais changé Ce moment-là. Ce moment-là. Souvent, on a une définition bien distincte ou bien définie du succès. Mais tu sais, le succès, des fois, il est où tu t'y attends pas, tu sais. C'est un succès pour moi de laver les planchers cette soirée-là, parce que c'était aussi une preuve que le succès n'est pas juste monétaire, mais ça peut être des moments de vie, là. Absolument. Et dans la quête qui on devient à ce moment-là, Ouais. Fait que gagner le titre de meilleur vodka au monde puis laver les planchers à l'urgence à l'hôpital Sainte-Justine, en 12 heures, là, c'est pas mal une de mes plus belles journées. Là. Très touchant. Wow, quelle histoire. Merci de l'avoir partagé encore. Avec grand plaisir. T'as dit, j'ai eu peur. Je savais pas ce qui m'attendait. Donc, on s'entend, le reste, on va dire, comme « the rest is history ». Ouais. Donc, maintenant, Pure Vodka, c'est très gros. Ouais. Qu'est-ce que tu as eu le plus à apprendre dans l'ascension entrepreneuriale qui t'a peut-être surpris? Parce que là, tu rêves d'être entrepreneur. Tu es un entrepreneur qui travaille sur un produit, en fait. Mais gérer des employés, faire le marketing, faire la vente, la distribution, la mise en marché. Qu'est-ce qui, selon toi, tu te dis « wow, ça, c'était... » Ce qui m'a plus surpris, c'est quand tu atteins un certain niveau, surtout aux yeux des autres, tout change. Pourtant, je suis le même. Quand je lavais le plancher, j'étais Nicolas Duvernois, qui a un bac en sciences politiques, qui a des boucles d'oreilles, qui veut changer le monde, qui est prêt à écouter tout le monde, qui est très curieux, qui fonce. J'étais juste Nicolas avec quelques ventes de bouteilles de plus, là. Mais un monde s'est ouvert à moi que je connaissais, mais qui était inaccessible. Ouais. Puis j'ai réalisé que, tu sais, finalement, souvent, c'est qui tu connais. C'est un tout petit monde, le monde des affaires. C'est très conservateur, entre guillemets. C'est très fermé. Et quand tu rentres dans ça puis tu vois les opportunités, c'est comme si tu découvres une montagne en arrière de chez toi que tu n'avais jamais vue. Là. Ouais. Et donc, ça m'a surpris beaucoup. Ça m'a surpris beaucoup. Puis plus on grandit maintenant, plus je rentre dans certains cercles qui étaient inacceptables, qui étaient très difficiles à atteindre. Puis je suis comme, wow, OK, c'est presque injuste. Donc, pour une personne qui nous écoute présentement, ou si tu es en phase de démarrage et tu n'as pas accès à ces réseaux-là, tu n'as pas accès à cette chose-là qui semble tant inaccessible et qu'on dit c'est qui tu connais, qu'est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a des façons pour peut-être se rapprocher? Est-ce qu'il y a des raccourcis peut-être pour infiltrer des réseaux? Qu'est-ce que tu as appris, tu as compris de ça? Au-delà que d'avoir un succès mondial, si moi, je suis un entrepreneur et que je veux avoir mes premières victoires à me rapprocher des gens qui peuvent influencer ma carrière, qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs? Bien, c'est exactement pour ça que j'ai fondé le mouvement Adoptink. Moi, je voulais créer un pont entre les entrepreneurs à succès et les entrepreneurs émergents parce qu'ils ne se rencontraient pas. Tu rencontres jamais un Alain Bouchard, un Bernard Arnault en France ou un j'allais dire Steve Jobs, t'as encore moins de chances de le rencontrer, mais bref, un Jeff Bezos. Un Jeff Bezos aux États-Unis. Tu ne rencontres pas ce monde-là. Mais quand tu as une chance de leur parler une fois, 2 fois, 3 fois, tu réalises que des personnes comme toi et moi. C'est sûr, ouais. C'est juste qu'ils ont atteint un certain niveau d'entreprise, mais ils se brossent les dents le matin, ils vont aux toilettes comme tout le monde, et ils veulent aider. Ils sont tellement bombardés de demandes que des fois, ils n'aident pas parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais Adoptink est venu vraiment combler un vide d'aide dans l'aide entrepreneuriale où je me prends d'un jeune entrepreneur émergent puis je le mélange dans la vie de l'entrepreneur à succès et c'est bénéfique pour les deux.
Est-ce que ça revient aussi à l'élément que tu disais tantôt, que ton père, ta mère, tes proches te disaient « Je crois en toi, ça vaut plus qu'1 million ». Donc, est-ce que tu as cette mission-là aussi de peut-être, à travers AdoptX, si on peut d'une façon dire à des entrepreneurs qui ne l'ont peut-être jamais entendu, « Je crois en toi, je pourrais peut-être te mettre en contact ». Ou leur faire réaliser que c'est des entrepreneurs. C'est fou, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs au début qui ne réalisent pas qu'ils sont entrepreneurs. Ah, vraiment? Hein? Je prends un exemple. Karine Foisy, une jeune entrepreneure de Montréal, elle fait une compagnie qui s'appelle Veille sur toi. Des lampes, tu sais, pour les enfants que tu mets dans leur chambre la nuit. Des veilleuses. Et puis elle s'inscrit à AdoptX. Elle ne s'attend pas à être choisie. On a plus de 500 inscriptions, on en adopte 25. Déjà, elle passe le 25. Et on a 8 adopteurs cette année qui vont adopter personnellement un entrepreneur sur les 8. 7 l'ont choisi. Oh. Ils se sont battus pour l'avoir. Elle, quand je lui ai dit ça, elle est venue les larmes aux yeux. Elle a dit « Je savais même pas que j'étais un entrepreneur. Je me suis inscrit, j'étais sûr que j'allais pas être pris. Je suis venu à l'annonce des nominations. Je me suis assis en arrière parce que je savais que j'allais pas me lever. » Humble. Puis à la fin, il y en a 7 sur 8 qui avouaient, tu sais. Moi, ça me fait triper autant qu'un succès de ma propre entreprise, voir ça. C'est de propulser. Des fois, là, c'est ça, là, la différence. Puis moi, le AdoptX, c'est ça que j'essaie d'être. J'essaie d'être l'étincelle pour d'autres jeunes entrepreneurs. Trouves-tu que le Québec, ou même en francophonie mondiale, on va dire, fait une bonne job à promouvoir l'entrepreneuriat? De mieux en mieux. Ça fait 11 ans que je suis en affaires. En 11 ans, c'est le jour et la nuit. Il manque un tout petit step, une toute petite marche à atteindre, selon moi, c'est la prise de risque. On n'est pas à l'aise avec le risque. On n'est pas à l'aise surtout avec perdre. Mais pour savoir gagner, il faut accepter de perdre. Et il faut prendre des risques. Et un risque, ça veut dire de perdre. Est-ce que tu as toujours été comme ça? Parce que souvent, la peur revient souvent dans le parcours entrepreneurial. Est-ce que tu as encore peur aujourd'hui? Parce qu'avant l'entrevue, on parlait de... Tu étais en train de faire des aventures entrepreneuriales complètement folles. C'est fou. Tu étais rendu investisseur dans plein de compagnies. Est-ce que la peur occupe encore parfois ton quotidien? Oui, j'ai peur, mais c'est une source de motivation. C'est une source... C'est ton corps qui dit « Hey, baisse pas les bras, là. Continue à travailler. La peur est ton agent de sécurité. Tu sais, t'es toujours là, OK, c'est vrai, il faut pas, là, tu sais. Enjoy life, mais tu sais, continue à travailler fort, tout ça. Et puis, plus tu grandis, plus... Moi, quand je me suis lancé en affaires, j'avais rien à perdre. C'est génial, t'as tout à gagner. Là, j'ai quelque chose à perdre. Donc, il y a des manières de faire en sorte de s'assurer une certaine stabilité parce que, bon, mais quand tu investis ailleurs, puis tu t'impliques à droite et à gauche, mais il y a toujours cette fameuse peur-là, un accident tragique qui pourrait se passer avec quelqu'un qui boit trop d'un de mes produits, une affaire comme ça. Tu sais, c'est... Oui, on l'a vu récemment. Oui, récemment, c'est ça. Les boissons... Oui, malheureusement pour les jeunes, là. Donc, je peux pas être responsable de ce que les autres font, mais ça peut m'atteindre grandement. Donc, il y a toujours cette crainte-là. Tu sais, je fais quand même... Ma compagnie, Pure Vodka Romeo Gin, on fait des alcools. C'est pour des adultes. Il y a un certain danger dans ce qu'on fait. Mais la peur est... Je crois que la peur est normale aussi. Tu sais, on veut toujours être super-héros, puis on n'a pas peur. Non. Je suis un super-héros, puis j'ai peur. Est-ce que tu as des mentors, des modèles, des gens qui t'ont inspiré à un moment donné ou qui t'inspirent aujourd'hui, peut-être? Je te dirais que c'est surtout les histoires, moi, qui m'inspirent. Moi, les personnes, pourtant, les histoires sont vécues par des personnes. Mais tu sais, quand je regarde, puis au Québec, on a des belles histoires entrepreneuriales. Hein? Puis dans la francophonie, un peu partout aussi, mais je suis plus proche d'ici. Tu sais, quand je regarde l'histoire d'Alphonse et Dorimène Desjardins, qui ont lancé un mouvement coopératif aujourd'hui qui gère 300 milliards de dollars. Joseph Armand-Bombardier, qui a inventé la motoneige ou qui l'a perfectionné. Je regarde même au plus proche, Jean Coutu. Hey, c'est quand même un pharmacien. Tu te dis, bon, ben, il avait déjà une belle vie. Ouais, mais attends, un pharmacien qui bâtit un truc, un empire de la pharmacie, en très peu de temps, là, 60 ans, c'est rien, là. Ouais. Moi, c'est des histoires comme ça, je me dis, mais comment ils ont fait, tu sais? Comment t'atteins ces niveaux-là? Moi, ça m'impressionne beaucoup. Ça m'impressionne beaucoup. J'ai pas nécessairement de mentor, mais j'ai des personnes qui m'impressionnent. Qui m'impressionnent souvent dans leur côté humble. On a une image d'un entrepreneur à succès. Ouais. C'est pas vrai, cette image-là. Très alpha, self-made. Ce sont des gens qui se construisent eux-mêmes. Quand tu t'approches d'eux puis tu as une certaine relation avec eux, tu réalises que non, c'est des personnes comme toi puis moi. Et c'est important pour toi de redonner. J'ai vu que tu as créé une fondation avec une autre de tes divisions, Gin Romeo. Ouais.
Et donc, le lien là-dedans, c'est l'art. C'est l'art. Ouais. Tu as un amour pour l'art? Oui, j'ai un amour pour l'art. C'est surtout, moi, je fais toujours des trucs qui ont un rapport avec un moment dans ma vie. Moi, ça a pris longtemps avant que je prenne un salaire dans mon entreprise. J'avais des employés avant d'avoir un salaire. Et un jour, c'était l'anniversaire de ma femme et on passe sur le boulevard Saint-Laurent devant une galerie et puis elle tombe en amour avec un tableau. Puis je commençais à me faire un salaire. Je commençais à avoir un salaire. J'avais pas un gros salaire, mais là, j'étais comme plus confiant, puis la business allait de mieux en mieux, puis tout ça. Et puis je me suis dit en secret, le lendemain, je vais aller acheter le tableau pour sa fête, tu sais. Moi, je n'avais jamais acheté de tableau de ma vie, là. Je me pointe à la galerie, c'était 5 000 $. Oublie ça, là. Je croyais que c'était 299, là, tu sais. Fait que là, ça m'a fait de la peine, parce que c'était pas quelque chose qu'elle voulait, c'était quelque chose qu'elle aimait, tu sais. Et puis, je me suis dit, c'est pas normal que l'art soit inaccessible. Pourquoi il faut que tu sois riche pour que tu aimes un tableau, tu sais, c'est comme... Donc, je me suis dit, mais pourquoi c'est l'occasion unique et la chance unique de démocratiser l'art. Donc, nos bouteilles, maintenant, c'est l'artiste que j'ai pas pu acheter est sur notre première bouteille de Romeo's Gin. Wow. Ouais. Très cool, ouais. wow. Et puis, ma bouteille est 38 $. Tu peux avoir son œuvre, en plus avec une bouteille, à 38 $ chez toi. Donc, on a décidé de s'impliquer grandement dans l'art. Puis l'art, qui est un peu, malheureusement, pas pris au sérieux par les spécialistes de l'art. Tu sais, le street art, l'art urbain, les murales. Ceux qui en ont le plus besoin souvent. Ouais. C'est ça le pire. Donc, moi, j'aime maintenant... Tu sais, lancer un gin pour lancer un gin, ça m'intéressait pas. J'aime maintenant lancer, ou quand j'ai des idées, qu'il y a une retombée sociale avec. J'aime faire les deux parce que c'est autant d'efforts. Alors, pourquoi juste pas le faire? Tu sais? J'aime beaucoup cette approche-là. Et tu disais, avant qu'on fasse l'entrevue, ça m'a fasciné parce que c'est tellement contre-intuitif de ce qu'on voit dans le monde entrepreneurial que tu t'es lancé maintenant dans les jeux de société. Ouais. Et tu faisais la blague à plusieurs reprises, comme je joue même pas aux jeux de société. Non. Et très souvent, on va dire, tu sais, assure-toi de t'impliquer dans quelque chose qui te passionne, assure-toi de t'impliquer dans quelque chose que t'aimes, et ainsi de suite. Et j'aimerais voir un peu ta perspective là-dessus. Maintenant, je comprends que tu es un investisseur, ainsi de suite, mais qu'est-ce que tu as à dire par rapport à tout ça, le débat de la passion et le débat aussi que tu peux aussi être un autre genre d'entrepreneur, parce qu'il y a plusieurs types d'entrepreneurs. Oui, c'est ça. Et c'est sûr que quand tu as la passion dans ton industrie, ça va te faciliter la tâche. Mais moi, j'ai la passion de développer une image de marque et de la vendre. Donc, que ce soit un jeu de société ou... Donc, la passion n'est pas juste associée à la business. Non, c'est ça. C'est à la business de la business, tu sais, la oui, c'est bien dit, oui. Et puis, le jeu de société, d'ailleurs, pour chaque jeu de société qu'on vend, on plante un arbre. Encore, Tu vois, il y a toujours quelque chose. On a planté plus de 200 000 arbres. 200 000 arbres. Ben, je lisais sur un de tes sites Internet qu'on n'est pas un produit avec une cause, on est une cause avec un produit. Exact. Quelle belle phrase. Exact. Crois-tu que les entreprises auraient avantage peut-être à faire un peu plus de place à l'entrepreneuriat social comme ça? Ben moi, je parie que l'entrepreneuriat social n'existera plus dans 20 ans, ça va s'appeler l'entrepreneuriat. Wow. Et même que moi, je définis ça comme un entrepreneuriat humain. On oublie que l'entrepreneuriat, c'est d'un humain à un autre. On crée un produit en tant qu'humain pour le vendre à un humain. Oui, le monde des affaires a fait le B2C, B2B, ben c'est H à H. Exactement. C'est humain à humain, oui. Exactement. Donc, on est au balbutiement de ce type d'entrepreneuriat-là, mais je le vois, je suis très impliqué. C'est là que ça va. C'est là que ça va. Puis on ne peut pas continuer comme ça. On va détruire la planète? Ça ne peut plus continuer comme ça. Donc, il y a une évolution naturelle qui va se faire de toute manière. Très bon. Nicolas, ça fait quoi, 11 ans, tu disais, que tu es en affaires? Donc, si tu avais à épurer, disons, 3 de tes plus grandes clés entrepreneuriales, pour les 2 ou 3, peu importe lesquelles que tu veux partager, qui peuvent être pour des gens qui ont un projet, des gens qui ont une entreprise probablement qui nous écoutent, et que tu te dis ça, tu peux te déposer là-dessus. Ça va être des piliers qui vont probablement t'amener très loin dans ton projet ou dans ta business. Parfait. Qu'est-ce que tu dirais après toute cette aventure-là complètement folle qui n'arrête pas, en fait, pour prendre de l'expansion? Premier point, la curiosité. Moi, je trouve que c'est sous-estimé. Moi, je préfère de loin être un généraliste qu'un spécialiste. Je préfère de loin savoir 1% de 100 sujets différents que 100% d'un seul sujet. Puis surtout aujourd'hui, à l'ère des médias sociaux, à l'ère des carrières qui durent 3 ans puis tu changes de carrière, tout va tellement vite. Tu dois être généraliste. Alors, je dis pas si t'es un neurochirurgien, sois neurochirurgien. Là. C'est sûr. Mais en affaires, être généraliste, c'est une force. Et ça se nourrit avec la curiosité. Curiosité. Il y a une phrase en anglais qui est superbe, knowledge is power. On peut pas être plus vrai que ça. Deuxièmement, je fais toujours en blague, mais on dirait que j'ai découvert comme un secret de l'humanité dernièrement. Et puis, tu sais, il y avait un livre dans le temps qui marchait très bien, Le Secret.
Oui, Finalement, il n'y avait pas vraiment de secret. De ce que j'ai compris, j'ai pas lu le livre. Très bon marketing en passant. Oprah avait dit de le lire, donc tout le monde l'a lu. Exactement. Mais j'ai découvert le secret du succès. J'ai découvert le secret du succès, puis je capote. Et en affaires, en cuisine, si t'es un chef cuisinier, ou si t'es un entrepreneur, c'est de faire l'extra. Je suis excité encore d'en parler parce qu'on dirait que personne n'a jamais vraiment parlé de ça, mais C'est pas sexy. c'est pas sexy. Mais non, c'est vrai. Parce que tout le monde veut réussir, mais personne ne veut travailler. Hein? Donc, Surtout dans l'ère entrepreneuriale dans laquelle on est. Exact. Instagram. Oh, oui, ils veulent être milliardaires. Exactement. Mais au micro-ondes et ils ont du succès 5 minutes après. Exactement. Ouais. Puis il faut une table de ping-pong dans tes bureaux. Absolument. Puis là, Très ça marche. Google, exactement. Ouais. Mais faire l'extra, souvent, tu sais, les 5 à 7, plein de monde au début, là, quand j'étais un peu perdu, puis je me cherchais, puis je faisais tous les 5 à 7 de la ville, ils me demandaient, mais pourquoi tu arrives le premier puis tu pars le dernier? Parce que chaque personne compte dans le 5 à 7 là. Je sais pas qui est qui, mais moi, je vais te les ramasser tes cartes à faire, moi. Faire l'extra. Aujourd'hui, ça se traduit comment, par exemple, faire ton extra pour un PDG comme toi? Ouais. Donc, moi, je dirais que c'est vraiment de m'impliquer pour que d'autres réussissent maintenant. OK. Je m'implique toujours énormément pour continuer à réussir, mais je crois sincèrement que, tu sais, il y a une bonne pub dans le lait qui dit un verre de lait, c'est bien, deux, c'est mieux. Moi, je dis toujours réussir seul, c'est bien, mais réussir ensemble, c'est mieux. Et puis, je crois énormément à l'entraide entrepreneuriale. Et je crois que si j'aide d'autres entrepreneurs à réussir, puis qu'eux puissent engager des employés, ces employés-là, ben ils vont acheter mes produits. Tu sais, c'est comme un travail d'équipe, hein? L'entrepreneuriat, on l'oublie souvent, là, mais c'est un peu comme tout est imbriqué. Donc, vraiment, curiosité extra. Et troisième, je dirais que c'est très difficile. J'ai toujours pas réussi à l'atteindre, mais de ne pas oublier qu'on a une vie. Ça, là, moi, j'ai 2 bébés maintenant. Est-ce que je peux prendre des notes, moi aussi, Ouais, c'est très difficile. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile pour toi? Est-ce que c'est l'exigence entrepreneuriale ou c'est la passion? La passion. Oui, c'est ça. Souvent, on voit ça. Ouais. On comprend logiquement. Ah, je veux être chez nous, là. Ouais. Mais... C'est impressionnant. Puis tu te sens mal après, puis t'es coupable, puis tout ça, mais j'essaie de me mettre des limites, tu sais, j'essaie de finir pas trop tard, tu sais, je vais chercher ma fille à la garderie. Quand je suis là, tu sais, je veux la voir vivre. Puis quand mes enfants, moi, tout a changé. Surtout ma première, quand j'ai su que j'allais être papa, wow, j'étais comme, OK, wow, là, c'est plus all about me, là. C'est all about her, là. Là, c'est vraiment mes 2 filles et ma femme, bien sûr, la priorité. Donc, ils veulent un père, ils veulent un mari. Elle veut un mari. Oui, puis c'est l'entreprise aussi la plus importante. Tu veux la réussir, tu veux être présent. Tu réussis, puis ta femme divorce, puis tes enfants ne veulent pas te parler, c'est pas réussir. Là. Exactement, exactement. Ouais. Good. Ben, Nicolas, merci énormément. Avec grand plaisir. De t'être déplacé, bel enthousiasme. Merci. Super belle histoire. Pour les gens qui veulent te suivre, est-ce que tu as une plateforme oui, je suis de sur, prédilection Facebook. où est-ce qu'on peut Facebook? Oui, Nicolas Duvernois, pur entrepreneur, ou sinon Instagram pour des petits... les coulisses de Nicolas Duvernois. Oh, les coulisses, attention, c'est bon. Donc, on va mettre les liens sous cette vidéo-là. Donc, merci énormément, Avec grand Nicolas. plaisir. Vraiment très, très, très apprécié. Merci. Alors, merci énormément pour votre attention. J'espère que vous avez retrouvé de la valeur dans cette émission-là. Et tant qu'à nous, eh bien, on vous revoit la semaine prochaine. C'était Martin Latulippe qui vous dit au revoir tout le monde.